Bonjour à tous. Je suis obligée d'excuser monsieur le conservateur qui a eu un impératif sur un autre dossier urgent donc aujourd'hui, donc malheureusement il ne sera pas avec nous, mais ne partez pas. Euh, donc, hop, vous voyez tous ma présentation normalement. Le grand écran devrait arriver. Donc, on est ravis aujourd'hui de faire ce webinaire retour d'expérience. Donc, Chastres-et-Sancy, on est dans le Massif central, une réserve auvergnate qui est à peu près 50 km de Clermont-Ferrand, 30 km à vol d'oiseau et un climat tout à fait différent. On est finalement les premiers massifs à l'ouest un petit peu à recevoir notamment les précipitations de l'ouest, vous verrez ça. Donc la particularité en fait de la réserve, c'est notamment le côté un peu île biogéographique. Donc le Sancy se trouve dans le massif des Monts d'Or et c'est un des rares espaces qu'on appelle le subalpin du massif central, donc avec des altitudes qui atteignent 1400 jusqu'à 1800. Donc ça donne forcément des conditions de vie et une faune et une flore particulières à cet endroit-là. Donc on a une réserve en quelques chiffres qui a été créée en 2007, relativement récente, après 30 ans de concertation, pas toujours évidente. Et donc c'est une réserve de 1894 hectares, avec des milieux très, très variés. Vous voyez ici les crêtes, vous avez aussi les zones un petit peu de vallée avec l'élevage, des zones forestières et puis des zones humides avec notamment des zones d'eau de surface. Et en termes aussi d'activité socio-économique, c'est un espace assez important. Donc là, je vous ai noté quelques chiffres, 47 propriétaires sur l'ensemble. Donc là, sur cette carte, vous retrouvez un peu les zones de crête. En termes d'agriculture, on a à peu près 29 exploitations qui agissent sur la réserve. Et vous avez surtout 3 stations de ski qui sont autour, Chastres-et-Sancy, la station de ski du Mont d'Or et la station de ski de Superbès. Donc ça fait beaucoup d'acteurs. Et Chastres-et-Sancy, on parle souvent aussi de la fréquentation estivale. Donc pour vous donner un ordre d'idée, en général, on dit qu'on a 200 000 visiteurs sur le puy de Sancy pendant l'été. Donc là, vous avez la photo où parfois c'est un peu à la queue leu quoi. Donc ça, c'est vraiment limite de réserve et c'est le puy de Sancy sommet culminant du Massif central. Voilà un petit peu pour la présentation. Je voulais vous mettre quelques éléments de contexte où en était la réserve sur le changement climatique au début de Nature Adapt. Il y avait la chance d'avoir en 2015 quand même une première étude sur le climat avec un climatologue local qui avait pu mettre en évidence déjà un réchauffement, une diminution de l'enneigement. Et déjà avec ces chiffres-là, ça faisait déjà prendre conscience un petit peu à la réserve et au territoire que ce qu'on entendait en termes de changement climatique un peu global était aussi quelque chose, une réalité locale. Il y a aussi l'idée que le subalpin dont je vous ai parlé, qu'il y a des conditions forcément très spécifiques d'altitude, de température fraîche, était l'enjeu prioritaire du premier plan de gestion qui courait sur 2014-2018. Donc forcément, il y a un peu une certaine préoccupation par rapport à ce patrimoine. Et il y avait l'initiation de quelques suivis en lien avec le climat, notamment d'aller voir un petit peu la fonte des plaques de neige tardive, d'initier des suivis de végétation dans les combats neige avec des espèces particulières qu'on peut retrouver dans ces espaces-là. Et il s'est trouvé aussi que le plan de gestion arrivait à son terme au début du projet Nature Adapt, donc il faut avoir en tête aussi que dans tous nos retours d'expérience sur le projet Nature Adapt, ça a été mené conjointement avec le renouvellement du plan de gestion. Donc il y a beaucoup de choses qui sont liées aussi au fait qu'on était à ces phases-là de réflexion sur notre plan de gestion. Donc pour aborder déjà un peu les premiers aspects de la méthode Nature Adapt sur le climat, les principales sources de données qu'on a pu utiliser sur Chastres-et-Sancy, c'est surtout des données Météo France. On a la chance d'avoir la station du Mont d'Or qui avait un recul suffisamment important. Donc, ça avait pu mener à l'étude en 2015, mais on a pu actualiser ces résultats-là. Il y a aussi des observations personnelles du climatologue local Frédéric Serre, qui notamment fait aussi des données de suivi d'enneigement, d'auteur de neige. Et ça enrichit aussi les infos qu'on pouvait avoir, notamment sur le passé et le présent. Il y a d'autres stations Météo France qui sont présentes, mais qui ont un moindre recul, ou qui ont été déplacées, ou qui ont arrêté de fonctionner, entre Superbès, le Mont d'Or, il y en a une aussi un peu plus proche de la réserve, il y a celle du village, et puis une qui est un peu plus en altitude, et la réserve de la station de ski de Chastres-et-Sancy aussi a été équipée
d'une station, mais c'est beaucoup plus récent. Donc ça, c'est des données qu'on aura par la suite, mais qui étaient encore pas tout à fait utilisables pour vraiment suivre les évolutions passées du climat. Sur les services un peu climatiques pour avoir des infos sur le futur du climat, on a utilisé surtout DRIAS et Climat HD. Et puis, il y a eu aussi des projets locaux. Il y avait un projet sur l'agriculture à P3C, donc qui avait donné un petit peu quelques idées sur ce qui est plutôt agricole, donc des bilans hydriques ou ce genre de choses qui sont des infos intéressantes pour nous. Et après, sur l'enneigement, il y a eu pas mal de biblios qui étaient dans les Alpes, donc on a un peu utilisé pour voir un petit peu comment ça pourrait être sur notre site. Les principaux indicateurs qu'on a pu utiliser, ça va être la température atmosphérique, les précipitations, l'enneigement, le vent et les bilans hydriques. Je vous ai mis pas mal d'infos sur le PowerPoint. Là, je ne vais peut-être pas forcément vous expliciter tous les paramètres, mais voilà, comme ça, si vous avez le PDF, vous pourrez revenir dessus. Donc, c'est des indicateurs plutôt classiques. Et donc, voilà, pour vous illustrer déjà les résultats sur la température, là où on a les signaux les plus forts, on avait déjà donc, en 2015 cette augmentation qui était illustrée. On a pu actualiser ça et on n'était plus à plus 0,9 degrés, mais même plus 1,2 degrés, donc une accélération en l'espace de, voilà, c'est juste en actualisant de 10 ans les données, on est déjà sur quelque chose on voit qui s'emballait. Et donc aussi ces idées de projection, donc là sur les données de RIAS, on avait choisi de garder 2 scénarios pour pouvoir aussi montrer qu'effectivement les 2 scénarios socio-économiques, même si ce n'est pas de notre fait, en termes de sensibilisation de la population locale, c'est intéressant de montrer cet effet-là des scénarios socio-économiques qui vont vraiment diverger à long terme. Même si après sur le diagnostic, on a plutôt utilisé des données à un pas de temps un peu plus proche et sur des scénarios un peu plus modérés. Donc là, vous aviez les scénarios un peu classiques RCP 4.5 et 8.5. Et donc, vous voyez qu'on a ces augmentations, soit dans tous les cas, une poursuite de l'augmentation des températures, mais qui va être plus importante si on a ces scénarios pessimistes. Une autre façon d'illustrer, là, il y avait cette figure-là que je pense illustre bien un peu les infos qu'on peut recueillir grâce à nos études du climat. On a aussi fait plutôt des tableaux récapitulatifs, donc là pour vous dresser un peu le bilan autre que la température de ce qu'on a pu avoir. Là, c'est des choses un peu simplifiées, mais voilà, il y a cette augmentation de température qu'on a pu noter. On n'a pas de signaux sur les précipitations, c'est quelque chose de relativement stable. Il se trouve qu'on est un peu le massif central, c'est entre la zone nord qui pourrait avoir plus de précipitations, la zone sud qui pourrait en avoir moins. Et sur les répartitions des précipitations, les signaux ne sont pas évidents, on n'a pas significativement, on n'a pas encore de différence entre les saisons. Et voilà, c'était quelque chose qui était un peu surprenant parce qu'effectivement, le ressenti local, c'est plutôt d'avoir des choses plus intenses ou réparties à d'autres moments. Ce n'est pas encore visible statistiquement. Voilà. Une baisse de l'enneigement, là pour le coup, ça on le voit bien. Sur le vent, on n'avait pas assez de recul, donc là il n'y a pas toutes les stations qui sont équipées pour ça. Notamment, on a beaucoup de problèmes aussi en Auvergne de givre, et ça c'est un gros problème pour les stations en termes d'anémomètre et de mesure du vent. Donc on n'a pas encore assez de recul ou des données qui sont un peu trop éparses. Et enfin, des bilans hydriques qui se dégradent. Alors là, ce n'a pas été des données des stations locales, mais plutôt des modélisations régionalisées qui nous ont permis d'aller voir un petit peu les bilans hydriques, notamment du fait d'une évapotranspiration, donc un besoin en eau plus important des végétations. Ce qui est intéressant de voir, c'est que vraiment, on a l'histoire climatique qu'on a, nous, c'est une augmentation des températures à une pluviométrie constante. Et donc, nécessairement, on comprend l'idée que c'est assez intuitif que l'enneigement baisse, confirmé par les données, et que les bilans hydriques se dégradent parce que plus de besoin d'eau et assèchement des sols du fait de la température, avec des précipitations qui peuvent être les mêmes. Donc, c'est intéressant de voir aussi que la température et les précipitations pouvaient déjà nous permettre d'expliquer l'histoire aussi. En tout cas. Donc, pour rentrer un peu dans le détail sur la méthode de diagnostic, nous, on a créé un petit comité de suivi en fait, du projet d'expérimentation. C'était la phase d'expérimentation, donc il faut dire qu'elle durait aussi 18 mois. Donc, on a créé un petit comité de suivi de ce projet-là, avec des gens, des collègues techniciens du Parc des Volcans, mais aussi des scientifiques qui étaient dans le conseil scientifique de la réserve, pour voilà, nous permettre un peu d'aiguiller notre réflexion, notamment sur sélectionner les éléments caractéristiques de la réserve pour mener cette étude.
On s'est retrouvé avec une liste de 39 objets, on va dire, qui faisaient partie soit du patrimoine naturel, soit des activités socio-économiques qui étaient très importantes sur notre site, et les outils et moyens de gestion. Pour traiter ces objets, en quelque sorte, on a choisi de faire appel à pas mal d'acteurs locaux. Donc, en bilan, on a pu interroger 7 agriculteurs. Donc, c'est pas tout à fait les 29 que je vous présentais, mais voilà, c'était déjà un sacré boulot. On a fait des questionnaires Internet. On avait prévu forcément plutôt des ateliers, mais avec le Covid, on s'est pas mal retranché sur des choses un peu dématérialisées, notamment donc, des questionnaires Internet pour interroger les professionnels du tourisme et les experts naturalistes locaux, que ce soit des techniciens ou des chercheurs. Donc forcément, voilà, on ciblait les personnes pour qu'elles nous aident à répondre à certains types d'objets, hein, bien entendu, pas à tous les objets en soi. Et puis pour tout ce qui est outils et moyens de gestion, c'était plutôt des réunions de travail internes à la réserve. Donc forcément, qui dit plus de mobilisation, dit potentiellement moins de temps pour faire de la bibliographie. Donc notre diagnostic a été plutôt réalisé de cette façon-là, avec une expertise locale, on va dire, des connaissances locales plus que de la bibliographie très sourcée. Et voilà, pour présenter un petit peu ce qu'on avait derrière après le diagnostic, nous, on a rempli des fiches par objet, donc la description de l'objet, sa sensibilité, sa capacité d'adaptation, les pressions qu'il pouvait exercer sur l'objet, et pour en déduire une vulnérabilité ou une opportunité. Et on essayait aussi de poser des questions sur les perspectives, d'avoir un peu la vision prospective de ces personnes-là quand on les interrogeait. Et donc voilà, ça nous a permis d'avoir à peu près, donc pas tout à fait 39 fiches, vous allez voir qu'il y a certains objets qu'on a eu un peu plus de mal à traiter. Et ça nous a permis aussi de faire des représentations un peu sympas sur voilà, comment se répartissaient finalement les opportunités et les vulnérabilités. Pour vous faire le bilan un petit peu, du coup, vous donner un peu la couleur de notre diagnostic, bon, il y a beaucoup de rouge forcément. Qui dit changement climatique dit changement, en fait. Et donc, très souvent, un changement égale une vulnérabilité, tant qu'on n'en a pas trouvé l'opportunité. On va dire un peu ça, peut-être. Donc, tout ce que vous voyez qui est en rouge, orange ou jaune, c'est effectivement classé en termes de vulnérabilité pour les objets. Ce qui est plutôt dans les couleurs vertes, donc c'était les opportunités. Et vous avez des objets pour lesquels on avait du mal en fait à dire est-ce que c'est vraiment une opportunité, est-ce que c'est vraiment une vulnérabilité. C'était peut-être un peu les deux, suivant le contexte. Donc, je ne vous cache rien, je vous mets un petit peu aussi nos difficultés qu'on a eues à des fois classer les objets. Et en soi, ce n'est pas grave, c'est déjà une information. Et là où ici, un autre type d'information, c'était le manque d'information ou le manque de temps pour le traiter. Donc, vous pouvez voir qu'on est parti avec 19 objets du patrimoine naturel et il y en a quand même 7 sur lesquels, à un moment, on n'a pas réussi à statuer jusqu'à la note de vulnérabilité d'opportunité parce qu'on n'avait pas assez d'infos. Donc, soit c'est que personne dans les questionnaires a pris le temps de répondre ou on n'a pas pu aller chercher la biblio qui correspondait. Donc, on n'a pas pu donner de notes, mais on a quand même essayé de remplir nos fiches, mais pas dans le détail de celles que je vous ai présentées tout à l'heure pour un certain nombre d'objets. Pour vous donner un peu plus de billes sur les choses qu'on a pu recueillir, et je voulais insister notamment sur les activités socio-économiques, parce que pour nous, c'était assez important d'aller rencontrer les acteurs. Donc, ça nous a permis, voilà, par exemple, d'avoir déjà des petites phrases aussi, de pouvoir ressortir ce qu'on nous avait dit. C'était aussi intéressant à diffuser en sensibilisation grand public, parce que ça pouvait être intéressant de montrer à tous que tout le monde est touché. Donc, sur les impacts, c'est peut-être des choses aussi qu'on aurait pu deviner un peu tout seul, mais aller voir les personnes, forcément, ça a un intérêt aussi pour... nous, on était en position d'écoute. Ça pouvait aussi être intéressant de voir vraiment dans leur quotidien, les agriculteurs notamment, là, comment ils avaient vécu. Alors, on a eu la chance d'avoir un climat très favorable à discuter changement climatique parce qu'on a eu des grosses sécheresses au moment du diagnostic. Donc, vous voyez typiquement effectivement des impacts sur la diminution de la ressource en herbe, en eau, la santé du bétail qui peut être impactée par les canicules, l'assèchement des sols en été forcément, mais des fois un printemps plus clément qui permet une pousse de l'herbe plus précoce, des qualités de l'herbe qui, quand il fait un peu plus chaud, étaient meilleures et ça se retrouvait sur la production. Et un contexte un peu incertain qui dépasse forcément aussi la réserve et le territoire de la réserve.
Et ce qui était intéressant pour nous, forcément, à la réserve, c'est de savoir aussi quelles étaient les pistes d'adaptation pour eux, quels étaient les changements de pratique qu'eux identifiaient. Et donc ça, voilà, les modifications de pratique, que ce soit de la réduction du cheptel, d'avoir une acquisition de surface pour pouvoir avoir plus de surface en herbe, potentiellement plus de réserve en herbe. C'était des renseignements très intéressants pour nous aussi de savoir à quoi s'attendre. Voilà un petit peu pour l'agriculture. Pour le loisir et tourisme aussi, c'est pas surprenant, hein, les activités de neige étaient dans les très fortement vulnérables au changement climatique, et aussi les activités de plein air en général lors des canicules. Nous, ce qu'on avait noté forcément, c'est l'opportunité en fait pour ces acteurs-là de bénéficier d'un massif qui est peut-être plus facilement accessible en intersaison, parce que des températures plus clémentes, des conditions peut-être qui pouvaient aller jusqu'à l'allongement de la saison sur les loisirs. Et même si je vous parlais vraiment de ce chiffre-là, de la fréquentation estivale, ça pose question en fait de la fréquentation intersaison et de la fréquentation hivernale qui n'était pas forcément la plus impactante, mais qui pourrait le devenir. Et donc voilà, c'est en Massif central, un temps on parlait de 4 saisons, donc c'est des choses en diversification en termes d'adaptation, un petit peu ce côté d'être flexible suivant les conditions, suivant les conditions d'enneigement, mais aussi de canicule ou ce genre de choses. Très souvent sur le Sancy, on parle même les activités 4 jours. C'est le début de la semaine, il y a encore de la neige, on fait de la neige, l'activité de neige, et puis la fin de semaine, ça a déjà fondu. Entre-temps, on a eu de la pluie, et donc les accompagnateurs et les professionnels du tourisme doivent être très, très flexibles, quitte à des fois faire une double programmation suivant ce qui va advenir. Ils sont obligés des fois de faire le boulot en 2 exemplaires pour après s'ajuster avec leur clientèle. Donc voilà, c'est le type d'information, c'est quelque chose qu'on peut pressentir, mais c'est toujours bien aussi de rencontrer directement les gens sur ces sujets-là, bien que la réserve les rencontre déjà sur plein d'autres choses. Pour vous donner un petit peu d'idées sur aussi le côté vision prospective, au-delà de la couleur du diagnostic, et du coup là je vais passer plutôt sur les éléments du patrimoine naturel. L'augmentation des températures dont je vous parlais, si on essaye de comparer ça avec une hypothèse qui serait que en gros, on perd 0,6 degrés chaque fois qu'on monte de 100 mètres en altitude. En fait, l'augmentation de 0,9 degrés qu'on avait sur la première période, c'est comme si les températures étaient remontées de 150 mètres. Et même récemment, en fait, les températures qu'on retrouvait dans les années 50-80, dans les années 90-2019, actuellement, c'est le même type de température qu'on retrouverait, mais à 220 mètres plus haut. Donc, quand on sait que le Massif central, nous, on culmine à 1185 mètres, ça va vite, forcément. Donc ça, c'est vraiment pas une info, ça, c'est vraiment une hypothèse, vraiment une idée de se projeter et d'imaginer cette représentation d'augmentation des températures en termes de gradient altitudinal. Et forcément, donc ça nous pose question, est-ce que les conditions de vie, du coup, remontent? Est-ce que les espèces vont pouvoir les suivre? Ce genre de choses-là. Donc forcément, nous, on s'attend à cette remontée des espèces montagnardes et potentiellement la disparition des espèces subalpines qui ne retrouveront plus les conditions dont elles ont besoin pour leur vie. Donc finalement, le changement climatique, au-delà de la vulnérabilité, c'est vraiment des changements de conditions. Pour vous dresser un petit peu les 3 orientations, enfin les trois thèmes un peu qu'on avait dégagés par rapport au milieu naturel, c'est vrai qu'il y a ce côté montée en altitude, c'est aussi le côté diminution de la ressource en eau globalement sur la réserve, que ça soit donc tous les milieux qui sont liés à la neige. Là, je vous ai mis une plaque de neige tardive. Il y a des petites... il y a forcément de la végétation très spécifique à ces combats à neige qui font leur cycle de façon très courte et qui vont être impactés par l'absence à des moments de neige. On a forcément des tourbières qui étaient déjà dans une dynamique de régression, mais que le changement climatique va sûrement aggraver cette dynamique-là. Et sur les cours d'eau, on n'a pas forcément de données encore à long terme, assez de recul, mais il y a déjà des signaux un petit peu aux alentours sur la réduction des débits. On peut imaginer aussi en termes de température.
etc. Et on s'attend peut-être à avoir de plus en plus d'érosion globalement. C'est un massif qui est lié à de la roche volcanique, à des sols volcaniques qui sont assez sensibles à l'érosion. Et ça pourrait s'aggraver avec le côté d'un paysage de plus en plus aride. Sur les espèces, rapidement, voilà, ce qu'on a en tête, c'est qu'il y aura des gagnants et qu'il y aura des perdants. Les perdants, on les connaît potentiellement mieux aujourd'hui que les gagnants. Et ça, c'est forcément perturbant parce qu'on ne sait pas, effectivement, avec la vitesse des changements climatiques, si on aura finalement plus de perdants ou plus de gagnants. Et ça peut être assez perturbant, effectivement. Donc là, vous retrouvez effectivement tout ce qui est espèces subalpines ou inféodées à l'eau, les tourbières. Les essences aussi, certaines essences d'arbres vont être plus ou moins impactées. Donc on imagine des changements de massifs pour certains animaux migrateurs qu'on peut retrouver actuellement, qui choisiront d'autres sites pour leur migration, ou des espèces rares et fragiles actuellement qui ne pourront pas supporter ces changements-là. Pour les espèces qui auraient peut-être un impact un peu plus positif, en tout cas, les espèces qui vont peut-être bénéficier de ces changements, ça serait peut-être plus les espèces montagnardes, la forêt, en tout cas dans un premier temps, qui pourrait remonter, les espèces qui aimeraient un peu plus la chaleur et les espèces exotiques envahissantes. Alors, ça, c'est pas une bonne nouvelle pour nous. Je vais passer au plan d'adaptation maintenant, après avoir dressé un peu cette vision prospective. Donc, quand on pose le diagnostic en fait Nature Adapt, on en vient en fait à se poser la question de savoir si on peut adapter notre gestion actuelle pour réduire les effets soit directs, soit indirects en fait du changement climatique. Et aussi, on s'est vite rendu compte qu'on se posait les questions de savoir si ça compromettait ou pas le changement climatique. Est-ce que ça compromet ou pas notre mission? Est-ce que ça change nos missions? Est-ce que ça rentre en conflit avec les responsabilités de notre réserve? Ce genre de choses-là. Le résultat, c'est qu'on se rend compte qu'on a peu de prise en fait, pour réduire les effets directs du changement climatique. Donc très souvent, effectivement, on va plus sur ménager les autres pressions, forcément, ce qui est déjà le boulot actuellement. Et le côté peut-être aussi on va protéger une nature qui change, donc peut-être se mettre plus en position de mettre d'autres. Puis sur ce sujet, je vais revenir un peu plus en détail après. Et donc, nous, ça nous donnait aussi l'idée, ça renforce finalement l'intérêt de protéger ces espaces naturels. Ça, c'était sur l'aspect stratégie. Pour rentrer un peu plus dans les orientations et les actions, voilà un peu 5 axes qui brossent un petit peu ce qu'on avait dans le plan d'adaptation. L'idée de beaucoup plus, de poursuivre tout ce qui est sensibilisation, accompagnement des pratiques sur les acteurs locaux, et notamment sur cette thématique du changement climatique qui n'est pas évidente à prendre en main. Donc, il y a des actions concrètes qu'on a pu mettre en place dès le lancement du projet, avec des conférences, pendant le projet avec des expositions, et à la fin, avec les résultats, on a pu valoriser ces résultats via une lettre d'info et une visioconférence. Donc ça, c'est des actions qui peuvent être menées pendant la phase Nature Adapt ou après. On va dans l'idée de toujours favoriser plus les dynamiques spontanées, donc la libre évolution des îlots de sénescence, et aussi peut-être promouvoir un peu plus la présence d'arbres sur les espaces de milieu ouvert, ce qui peut être bénéfique à la fois en termes un peu de régulation du climat et aussi de santé pour le bétail, et en termes aussi de connectivité. Ça, c'était un peu le point d'après, c'est effectivement veiller à la connectivité, et qu'elle soit intra-réserve et aussi à l'extérieur de la réserve, donc aussi des notions de mosaïque à différentes échelles, à l'échelle de la réserve, mais aussi à l'échelle du territoire de la réserve, pour vérifier qu'on s'insère bien dans cette mosaïque-là. Donc, c'est le leitmotiv aussi, sortir de sa réserve. On avait aussi comme idée de porter un peu plus en local la voix des milieux naturels, notamment sur le subalpin. Je vais revenir aussi sur cette notion d'alerte. Et de pouvoir un peu mieux valoriser notre boulot en tant que professionnel sur le massif pour les autres professionnels. Et quelque chose qui apparaissait, c'était aussi se préparer à l'évolution de la charge de travail. On parlait des évolutions de la fréquentation et liées aussi à la sensibilité accrue peut-être à l'érosion. Ce genre de choses, nous, c'est des signaux, ça fait une partie importante du travail à la réserve qui est sur l'entretien des sentiers et sur la surveillance. Et là, clairement, ça nous a mis un petit warning en se disant ah oui, sur ces outils de gestion, on pourrait être mis en difficulté assez facilement si ça va dans ce sens-là, quoi.
Sur les actions, là, je vous ai brossé un peu les orientations et les différents types d'actions qu'on avait à Chasserais-Sancy, et je voulais revenir sur le fait que du coup, ces actions d'adaptation, en fait, elles peuvent se faire vraiment sous différentes formes. Elles peuvent prendre différentes durées et elles peuvent être mises en place pendant le temps NatureAdapt ou en dehors, et elles peuvent être aussi très actives, on peut être très dans l'action, mais aussi des fois, c'est peut-être de la préfiguration, de la réflexion, de la maturation. Nous, on s'est rendu compte au début qu'il y avait aussi ce type d'action-là. Donc, pour vous illustrer ça, effectivement, nous, on a eu le temps, avec 18 mois forcément, de faire des conférences sur le changement climatique, des expositions sur le changement climatique, mais ça pouvait aussi se faire plus tard en termes de valorisation, et ça peut aussi, parce que c'est une action à part entière du plan d'adaptation, et c'est aussi une façon peut-être, on peut le voir aussi en disant, au fil de l'eau, on va aussi intégrer ces dimensions-là, les résultats du DIAC, dans l'ensemble de nos activités, notamment des animations. Donc, il y a ce côté un peu one-shot d'aller faire sa conférence sur le climat, mais il y a aussi, il y a plein de façons de l'intégrer. Donc, voilà, il vous illustrer les différentes formes d'action. Et sur le côté un peu plus réflexion, c'est vrai que nous, assez vite, on est arrivé sur la réflexion, aussi avec le renouvellement du plan de gestion. On ne va plus parler de subalpin, on va parler de crête, parce qu'on sait que le subalpin disparaît. Et ça, au début, ce n'est pas une action très sexy, mais c'est quelque chose en termes d'adaptation. Pour nous, c'est une action d'adaptation dans notre discours, ne plus mettre subalpin, mais mettre à des fois crête. Ça ne veut pas dire qu'on oublie le subalpin. Et justement, la question d'après, c'est, voilà, on n'a pas toujours, on identifie pas mal de problèmes avec le DIAG, pas forcément toutes les solutions avec le plan d'adaptation, parce que ça prend du temps. Des fois, c'est des choses qui seront à mener avec des partenaires. Et donc, des fois aussi, on va peut-être choisir dans le plan d'adaptation, quand on a moins de temps, de le faire sur un aspect peut-être en particulier, et faire progresser ça. Et notamment, moi, je voulais vous montrer sur le subalpin, quand on identifie, effectivement, on va plus mettre le terme subalpin, on va mettre le terme crête. Est-ce que ça veut dire qu'on fait disparaître le subalpin? Non, on va toujours avoir cette vigilance-là. On pourrait se poser la question, est-ce que ça vaut le coup d'avoir toujours autant de suivi sur le subalpin si en fait il va disparaître? On peut se poser la question dans l'autre sens aussi. Nous, au moins, on sera aux premières loges de la disparition, on peut vachement documenter ça. On peut dire coucou, Massif des Alpes et Massif des Pyrénées, venez voir comment ça se passe sur notre site. Quand une espèce assez endémique et sommitale disparaît, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les drivers principaux? Et puis peut-être les gens qui ont aussi ce type d'espèces pourront bénéficier de ça. Et donc, on a voulu mettre en place, dans le prochain plan de gestion, potentiellement, un rôle d'alerte et de documenter ça. Et on n'est pas encore sur le lobby, on ne sait pas encore sur quelle forme ça peut prendre, mais voilà, de pouvoir aussi parler du subalpin dans le Massif central et de sa disparition. Parce qu'on ne peut pas supporter la responsabilité seule de la disparition du subalpin à Chasserais-Sancy. Voilà un peu l'idée. Si je peux me permettre. Et donc, pour finir, les choses qui sont en cours et à venir. Donc, il se trouve que moi, j'ai été recrutée dans le cadre de l'expérimentation NatureAdapt. Mais là, j'ai rempilé un petit peu sur le plan de gestion. Donc, l'idée, c'est vraiment d'incorporer avec le renouvellement du plan de gestion toutes ces idées-là dans le plan de gestion. Donc, pour vous montrer un peu des actions marquantes qui sont ressorties aussi avec la réflexion NatureAdapt, c'est l'idée d'avoir une vraie vision paysagère. C'est l'idée d'avoir plus de partenariats recherche potentiellement. On en a avec le conservatoire sur ce qu'est végétation et conditions climatique, la pose de piézomètre pour mieux comprendre ce qui est de la question de l'eau. Et en termes de réflexion un peu plus, c'est d'essayer de faire rentrer dans le plan de gestion vraiment un enjeu sur la mosaïque des milieux. Et ça va avec le côté changement de paradigme sur la protection d'une nature qui change. Et là, je vous laisse une petite réflexion qu'on a actuellement. Pour ceux qui connaissent très bien la méthode classique RNF du plan de gestion, elle prend en rôle un côté rôle fonctionnel du site pour un élément du patrimoine naturel et pas le rôle de ce patrimoine pour le fonctionnement du site. Si vous connaissez un peu les critères de sélection des responsabilités d'une réserve, c'est la sensibilité, la représentativité et le rôle fonctionnel. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'on est sur quelque chose où on protège un site important pour ce qui est rare et fragile et pas protéger ce qui est important pour le fonctionnement du site. Et c'est là où nous, on n'arrivait pas à mettre un petit peu, à révéler notre enjeu mosaïque dans notre plan de gestion. Et on a essayé de le faire en prenant en compte des critères liés à NatureAdapt, notamment la capacité d'adaptation. Et pour le dire, pas que pour le changement climatique, en fait, je pense que c'est ce côté-là, c'est ce côté protection de ce qui est important pour le fonctionnement d'un site. Et voilà, c'est en cours, donc je vous le livre comme ça. Si vous avez des questions, on peut en discuter. Et voilà, je vous ai remis quelques liens à suivre. Merci beaucoup.
Merci à toi Iris, merci beaucoup. Je propose qu'on passe aux échanges, aux questions, réactions. Il y a déjà une question dans le chat, mais n'hésitez pas aussi à utiliser, lever la main et peut-être Iris, tu peux arrêter le partage d'écran, Ouais, comme ça. après j'ai des choses en plus, il faut que je Ah! repartage. Bah non, mais C'est vrai. s'il y a besoin, je repartagerai, pas de souci. OK. Donc voilà, n'hésitez pas à lever la main et à vous exprimer à l'oral, mais voilà, il y a déjà une question dans le chat. Bonjour, merci pour ce retour très intéressant. Une question relative à l'élevage. Est-ce que les changements prévus vont ou peuvent avoir un impact sur les estives? Allongement du temps possible, mais impact sur la qualité fourragère, en lien avec l'autonomie fourragère des exploitations. Alors, ouais, moi, je vous ai parlé vraiment des pistes d'adaptation qu'avaient les agriculteurs et des fois, ils ont quelques parcelles qui sont sur la réserve et d'autres qui ne sont pas sur la réserve. Alors, l'idée, c'est pas qu'ils intensifient en dehors de la réserve et que nous, on soit contents parce que la parcelle de la réserve n'a pas été intensifiée. Mais effectivement, ils ont en tête de se dire est-ce qu'on a besoin de plus de surface. Donc nous, c'était des craintes qu'on pouvait avoir, c'est de se dire les zones qui n'ont jamais été pâturées, est-ce qu'ils vont nous demander à les pâturer un jour? Donc là, on peut prendre les devants pour se protéger en disant, bah, en fait, non, dans le décret, c'est usage en vigueur et dans ce cas-là, on ne pourra pas remettre en place du pâturage sur ces endroits-là. C'est la même chose pour les durées et les périodes de pâturage, bah, c'est usage en vigueur et donc est-ce que ça a besoin d'être modifié ou pas? En fait, ça permet de mettre un warning là-dessus, d'aller voir dans son décret comment c'est structuré et de savoir, de se préparer à avoir les réponses quand les agriculteurs viendront sur ces questions-là. Alors si c'est quelque chose, si les changements de pratique seront en faveur aussi d'une certaine biodiversité, parce que ça peut être le cas, on aura la latitude pour les accepter. Après, par contre, on sait à peu près par quel biais se protéger pour des changements qui ne seraient pas forcément en faveur de la biodiversité. Sur l'allongement de la saison, on a quand même un climat qui est assez rude. Et donc, pour l'instant, c'est plutôt sur des parcelles beaucoup plus bas en altitude qu'il y a des changements à ces niveaux-là. En montagne, ils ne peuvent pas monter les bêtes trop tôt. Même s'ils les laissent un peu plus tard dans la saison, ça a un petit peu moins d'impact. Voilà. Si j'ai bien répondu. Sinon... Merci Iris. Il y a d'autres questions dans le chat, mais peut-être pour que ce soit un peu vivant. Laurie, qui lève la main. On passera aux autres questions après. Bonjour, merci beaucoup pour ce retour d'expérience très intéressant. Moi, j'ai une question plutôt d'ordre méthodologique, Iris, sur ce qui concerne vos modélisations climatiques. Donc, vous avez évoqué le DRIAS, c'est ça, le service Ouais. DRIAS. Du coup, je me demandais, donc vous avez parlé aussi d'un travail avec des experts climatiques en région, c'est ça? Peut-être Météo France, j'ai pas retenu si vous avez travaillé avec eux. Ma question, c'est comment vous avez, est-ce que c'est donc vous-même dans la réserve qui avez disons, télécharger ces données gratuites en ligne et ensuite procéder directement à la modélisation, ou est-ce que c'est les experts qui ont fait ça et vous avez repris ces modélisations? Est-ce qu'il existe un protocole standardisé que d'autres aires protégées pourraient suivre et pour lesquels en fait on n'aurait pas nécessairement besoin en interne d'un expert climatologue pour réaliser ces modélisations, parce que nous, ça nous intéresserait beaucoup de le faire. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair. Alors, Okay. donc deux petites réponses. Alors, le projet AP3C qui avait été fait, alors ça n'avait pas été fait avec Météo France et nous, on n'a pas été dedans, mais on a pu avoir accès. Ils avaient fait une restitution et on a eu accès à quelques résultats. Mais là, effectivement, ils avaient fait des modélisations assez locales sur le Massif central et tout ça. Donc là, c'était vraiment un expert qui avait fait ces choses-là. Sur Drias, en fait, vous téléchargez directement les modélisations. Ce n'est pas vous qui faites le travail de modélisation, mais il y a un travail quand même de traitement des données qui n'est pas forcément évident parce que les données climat, c'est une certaine logique et c'est une certaine façon pour les traiter. Donc, sur la plateforme Drias, il est possible de télécharger différentes simulations, différentes modélisations qui ont été faites, notamment par Météo France ou d'autres labos. Et après, il y a beaucoup de choix à faire, en fait, sur est-ce que vous voulez, quel pas de temps vous voulez. Il y a des choses qui sont faites à moyen ou long terme, 2050 ou 2100. Quel type de scénario vous voulez en termes socio-économiques. Donc là, c'est les fameux RCP, notamment. Et encore une fois, il y a différents types de modèles. Donc, vous pouvez soit avoir des modèles d'un labo particulier. On sait qu'il y a certains modèles qui sont plus ou moins optimistes, plus ou moins pessimistes. Et il se trouve qu'il y a aussi quelque chose qui a été fait, un projet qui s'appelle Eurocordex, qui, lui,
prenait en compte 10 ou 11 modèles. Donc, lui donne déjà une moyenne de plusieurs modèles et donc peut prendre en compte aussi l'incertitude qu'on a avec des modèles qui surestiment ou sous-estiment les effets. Donc ça, c'est autant de choix techniques, mais c'est là où c'est bien, effectivement, nous, on a recommandé, je crois, à Météo France à un moment de peut-être proposer un système peut-être d'expertise pour notamment les espaces naturels, parce qu'il y aurait de la demande là-dessus. Mais se faire accompagner, c'est pas mal parce que en fait, on peut se rendre compte aussi du grain choisir, parce que Climat HD donne des infos déjà régionales, basées sur certaines stations qui peuvent être plus ou moins proches du site. Alors que sur Drias, là, on va chercher des points assez locaux. Je crois que c'est une maille de 5 km par 5 km. Il se trouve que nous, je disais, le Sancy, par rapport à 10 km, on fait 10 km à vol d'oiseau, on divise la pluviométrie par 2. Donc, on se rend bien compte qu'une grosse maille un peu régionale, ça ne nous suffisait pas comme info. Il nous fallait vraiment quelque chose d'assez précis. Donc, Drias correspondait à ça. Mais ça, voilà, ça dépend vraiment des différents sites. J'espère avoir été à peu près claire. Oui, oui, très clair. Merci beaucoup. Merci Iris. Il y a une autre question sur le chat d'Étienne qui demandait, suite à Nature Adapt et à la réécriture du plan de gestion, est-ce que vous avez décidé de faire un nouveau plan de gestion plus long que 5 ans, par exemple à l'horizon 2030 ou 2050? Alors, ouais, on passe sur un plan de gestion de 10 ans avec évaluation à mi-parcours. Donc ça, c'est aussi, je pense, dans la nouvelle méthode aussi des préconisations. Et après, il faut savoir que la vision long terme qui est proposée dans la méthode RNF est classiquement une vision pour plusieurs plans. Donc potentiellement, on propose une vision stratégique qui est sur 30 ans, mais on décline un plan d'action sur 10 ans. Mais effectivement, il y a un certain nombre de suivis ou un certain nombre d'actions qui sont pensées à cette échelle-là d'une vision à 30 ans. Mais effectivement, avec les changements climatiques et les infos climat, c'est très important d'avoir cette vision à 30 ans pour ne pas se retrouver à jardiner quelque chose et être un peu pris dans une impasse, on va dire, de faire tout pendant 10 ans pour protéger quelque chose qui finira par échouer, quoi. Effectivement. Il y a quelqu'un qui m'a demandé aussi Étienne met un pouce. Il y a quelqu'un qui m'a demandé que tu remettes vite fait la diapo des liens utiles sur lesquels... Après le diaporama sera dispo. Oui, il sera dispo. Et mais puis bon, du coup, en si PDF, personne vous veut pourrez regarder tout de suite, voir ce qu'il y a dedans. Mais effectivement, le Ouais. diaporama sera disponible sur le groupe webinaire. Tout le long, tout le long du Vas-y. diapo, j'ai mis normalement, il y a des petits liens cliquables sur différents outils ou différentes choses qu'on a pu utiliser, différentes productions. Enfin voilà, il n'y a pas que ces grandes-là qui sont mises à la fin. Donc, n'hésitez pas. Ouais, c'est chouette. Je ne sais pas, Baptiste, si tu veux en profiter pendant ce temps pour poser ta question à l'oral. Oui, je peux le faire pour que ce soit un peu plus interactif. Merci Iris pour le retour super intéressant. Et oui, moi je me posais la question si du coup dans votre plan d'adaptation, vous aviez intégré que des mesures dont vous, en tant que réserve, êtes porteur et maître d'ouvrage, ou si vous avez intégré des actions qui seraient programmées ou portées par des partenaires ou des acteurs du territoire, que ce soit dans la réserve ou même peut-être dans sa zone d'interdépendance directement autour. Est-ce que vous avez borné là-dessus ou est-ce que vous avez ouvert? Comment vous l'avez joué sur ça? L'idée, c'est de trouver un équilibre, je pense, parce qu'effectivement, on a quand même un site en responsabilité et tous les jours, c'est quand même, on a quand même un secteur délimité où on a, j'allais dire, autorité et légitimité pour agir. Avec le changement climatique, ça pousse quand même vraiment à se dire qu'à un moment, on a le droit quand même d'ouvrir certaines choses. Donc, ça peut être des actions. Après, c'est peut-être aussi la façon de les formuler. Si effectivement, l'action, c'est initier potentiellement un partenariat parce qu'on espère que ce partenaire puisse porter après l'action, nous, ça nous semble acceptable. Enfin, c'est des choses dont on discute effectivement. Il y a, quand je disais les collaborations un peu avec le monde de la recherche ou ce genre de choses, c'est potentiellement
nous, ça a été notre petit comité suivi technique, nous a permis aussi de donner un peu idée à certains chercheurs, de dire « Ah ben oui, on pourrait faire un stage là-dessus », et ça va peut-être être le labo qui va porter après le stage, mais voilà, la réserve, elle, peut se dire bah, « Nous, on veut être à un moment… je sais pas, on veut recevoir des stagiaires, ils ne seront pas forcément hébergés par la réserve, effectivement, ce ne sera pas une action interne, mais on veut être… ça sera un bon résultat que d'avoir eu sur les 10 ans 10 stagiaires qui sont passés sur la réserve, même s'ils n'étaient pas on va dire, gérés par nous. Donc, il y a une façon aussi des fois de peut-être poser ces idées-là. Et après, je pense qu'il y a un gros rôle du réseau des gestionnaires de voir si on peut s'autoriser. Moi, je suis pas ici à la base de la culture protection de la nature. Et donc, effectivement, je comprends aussi à des moments qu'on soit bloqué sur… on a plutôt l'habitude de faire ça et effectivement nos responsabilités sur notre site. Et je pense que c'est tous ensemble et en termes de réseau qu'on peut se permettre de dire « Ouais, mais en fait, notre rôle pour protéger, à un moment, on voit bien qu'en restant dans notre coin, ça va pas être suffisant. Et donc, effectivement, il y a peut-être des actions qu'on peut porter en allant être représenté dans telle institution qui est un peu plus loin que sur le territoire de la réserve. Mais bien entendu, ça ne peut pas prendre le pas sur toutes les actions locales qu'on a à faire en termes de surveillance, en termes sur notre territoire, quoi, dans les limites de la réserve. Donc, je pense que c'est une façon d'équilibrer et de proposer ce type d'action, quoi. Tu lances des perches, Iris. Ouais. C'est bien. Non, mais c'est… Non, mais j'en ai plein des perches. Mais… Et je rebondis du coup tout de suite sur ce que tu dis, parce que tu prenais l'exemple dans ton diaporama des pistes d'adaptation pour les éleveurs et pour l'agriculture. Alors, je ne sais pas à quel point vous avez la main sur ce qu'ils font. Est-ce que c'est vous qui décidez de tout, ou est-ce que j'imagine qu'il y a des choses aussi qui dépendent de leur choix à eux et sur lesquelles vous n'avez pas forcément la main. Alors, comment est-ce que vous, dans ce cas-là, vous avez intégré la mesure, les pistes d'adaptation parce que eux vous ont dit oui, on va le faire, ou est-ce que vous avez utilisé plutôt un biais en disant il faut promouvoir tel ou tel type de business? Comment vous avez joué sur ce genre de truc, ou est-ce que vous avez dit non, ça, si c'est pas notre ressort, on peut rien faire, on le met pas dans le plan d'adaptation? C'est un peu ça aussi. Ouais. Alors, nous, on n'a absolument pas la main sur ce qu'ils font. Enfin, on a la réglementation, mais ce n'est pas les agriculteurs, c'est leur exploitation. Donc, on n'a vraiment rien en régie ou ce genre de choses sur chasse très sensible. Donc, quand j'ai mis vraiment, je reprécise, hein, les pistes d'adaptation que j'ai mis pour le secteur du tourisme ou le secteur agricole, c'est quand je les ai rencontrés en entretien et qu'ils me disent nous, on espère que l'exploitation puisse s'adapter comme ça, comme ça, comme ça. Ça concernait leur exploitation en général. Ça ne concernait pas que les parcelles qui étaient sur la réserve et ça ne concernait pas du tout le regard que nous, on pouvait porter sur les adaptations qu'ils pouvaient avoir. Par contre, ça nous intéresse grandement d'anticiper et de savoir effectivement vers quoi tel ou tel agriculteur a plutôt envie d'aller pour le futur de son exploitation. Et donc, moi, ce que je disais, c'était vraiment, ça pouvait nous permettre d'identifier des demandes qu'ils allaient avoir plus tard et pas de tomber totalement un peu désarmés face à leurs demandes qui d'un coup vont arriver. Bah, nous, on aimerait avoir accès à telle source, on aimerait pouvoir avoir accès à telle surface pour pâturer. Voilà, nous préparer un peu nos argumentaires sur ces différents cas de figure-là. Alors, ça fait potentiellement beaucoup de cas de figure, mais voilà, commencer à y réfléchir plutôt que d'être totalement démunis quand c'est vraiment l'anticipation, hein, la démarche. Et voilà, donc il y avait, pour l'instant, si notre position c'est de refuser qu'ils aillent pâturer des surfaces qui n'étaient pas pâturées, on sait poser cet argumentaire-là. Si par contre on les accompagne beaucoup, par exemple, voilà, les actions qui vont être avec eux vont être dans la sensibilisation et l'accompagnement. Donc ça peut être aussi, j'ai pas la main là-dessus, donc en fait je renforce ou je priorise différemment mes actions d'accompagnement et de sensibilisation. Va falloir que j'aille les rencontrer peut-être plus souvent. On les rencontre déjà tous les jours, hein, mais peut-être qu'il va falloir que je leur parle de ce sujet un peu plus particulier. Est-ce que je les accompagne notamment sur la question de l'eau, de mettre un peu des abreuvoirs et tout ça? C'est des choses sur lesquelles on essaie de les accompagner et c'était déjà un peu le cas, mais ça peut changer notre argumentaire sur la façon de les accompagner là-dessus parce qu'on a cette conscience sur le changement climatique. Ça répond à peu près. Merci, ok. Il y a Jean-Pierre oui. qui veut poser une question ou réagir. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. En fait, j'ai un peu déjà la réponse dans ce qu'il vient de dire, parce que
je suis assez surpris, effectivement, que les gens qui sont les agriculteurs et qui, en fait, ont sans doute la majorité des surfaces sur la réserve, ne soient pas plus impliqués et que la réserve ne soit pas plus impliquée dans cette gestion pastorale en partie. Et on nous a donné très rapidement des nombres, mais on n'a pas, j'avais posé la question de savoir qu'est-ce que ça représentait en surface et en troupeau, parce que c'est important. Je pense que le travail avec ces agriculteurs va être fondamental et il serait temps pour moi d'avoir ces notions que l'agriculture peut être un facteur très important dans la conservation. C'est ce que nous portons, nous aussi, dans les Pays de la Loire, avec Paysans de Nature. Et c'est important de travailler, sinon je pense que ça ira à des impasses, à la fois pour les agriculteurs et à la fois pour la réserve. Voilà, c'est plus une remarque qu'une question. Ouais, bah, merci. Pour rebondir, clairement, on travaille déjà très souvent avec les agriculteurs. Forcément, on n'a pas toujours le même objectif derrière. Donc, il y a beaucoup déjà de dialogue et de compréhension des activités de chacun. On se retrouve sur certains terrains, on est d'accord que les milieux ouverts sont un type de milieu très important donc, pour la réserve, et donc l'agriculture a ce rôle à la fois structurant et en quelque sorte de facteur d'influence de l'évolution de notre paysage sur la réserve. Donc, il n'y a aucun souci à la réserve, on est très... le premier plan de gestion prenait déjà bien en compte cette dimension de l'agriculture. Ça représentait effectivement assez, pour donner les chiffres, du coup, c'est à peu près 1400 hectares sur les 1900 qui sont effectivement du milieu ouvert. Et donc, sur ces 1400, il y a peut-être 70% qui sont effectivement exploités. Donc, ça joue un rôle important. Et à la fois positivement et négativement. Donc, c'est là où il faut qu'effectivement, l'accompagnement se fait pour trouver des terrains communs d'entente, à la fois pour concilier la protection et leurs activités. J'ajouterais une seule chose, c'est peut-être que le face-à-face entre une réserve et puis des agriculteurs pourrait peut-être se transformer en incluant plus de monde autour, de manière à avoir un dialogue plus citoyen. Voilà. Après, merci. Ils font partie des comités et des instances, notamment les comités consultatifs. Donc, on retrouve effectivement différentes parties prenantes dans ces comités. Et là, pour le coup, on a effectivement un dialogue agriculteur et pas que agriculteurs réserve. On a aussi d'autres habitants ou d'autres professionnels. Tanguy ? Oui, merci Iris pour cette présentation, ces travaux très inspirants à la fois. Je voulais revenir sur un aspect plus méthodo et savoir un peu ce qui s'était joué entre le plan d'adaptation et puis le nouveau plan de gestion. Est-ce que tu as 2-3 conseils à nous donner? Voilà, c'est une question que beaucoup de réserves vont se poser, je pense. Et puis, si voilà, il y a des bonnes façons de faire, je serais preneur de tes conseils. Merci. Ouais, alors il n'y a pas de mauvaise façon de faire, je pense, parce que c'est vraiment deux méthodes et de moments importants et structurants de la vision qu'on peut avoir de son espace, de sa réserve. Nous, on l'a vécu que ça a mené beaucoup de réflexions, beaucoup de discussions, et que le plan de gestion, du coup, c'était deux gros chantiers, on va dire, d'avoir NatureAdapt en même temps que le plan de gestion. Ce qui n'est pas évident à mener, ça peut être aussi en termes de mobilisation, de ne pas surmobiliser à la fois pour le plan de gestion, à la fois pour NatureAdapt. Donc ça, c'est important effectivement de savoir dans quelle phase on est par rapport à son plan de gestion, s'il est en train de rouler, s'il va bientôt être en renouvellement ou s'il est en renouvellement. Il n'y a pas de bon moment pour se lancer dans la démarche NatureAdapt par rapport à ça. C'est juste qu'on ne l'approche pas forcément par la même lunette. donc, ça a des avantages et des inconvénients dans les différents cas. Nous, notre cas, voilà, ce que je peux parler, c'est vraiment en termes pour le renouvellement.
ça nous a donné des idées d'action, ça nous a donné des idées de structuration de la stratégie, ça nous a donné vraiment pas mal de grains à moudre, on va dire. Ouais, je mettrais la vigilance sur l'histoire de la mobilisation, parce qu'il faut faire attention. Et par contre, c'est très intéressant, surtout, je veux dire, d'un point de vue personnel, en tant que chargée de mission qui a pu mener un petit peu les choses sur NatureAdapt, de voir aussi le fait de les intégrer pleinement dans le plan de gestion, c'est très valorisant pour se dire, bah, là, au moins, on le met dans un cadre réglementaire. Donc, il y a cette plus-value-là. Du coup, je me perds parce que c'est une question assez large. On a, on a vécu pas mal de choses par rapport à ça, mais voilà, c'est très intéressant pour le diag tant que pour la stratégie, quoi. Il y a Juliette qui a commenté dans le chat également sur la remarque de Jean-Pierre avant. Je ne sais pas si tu veux intervenir, Juliette. Oui, je voulais rebondir sur ce que Jean-Pierre disait par rapport au partenariat renforcé qu'on peut avoir avec les agriculteurs. Nous, on a mené le même exercice que Iris, mais sur une réserve de montagne en Haute-Savoie. Et comme à Chastres-Sancy, on a très peu de pouvoir d'agir et de levier d'action direct. On n'a pas de convention avec les agriculteurs, on n'a pas... tout ça, c'est très verrouillé, on va dire, par la commune. Et donc, on sent bien que le comité de gestion ne sera pas là où ça va se jouer pour adapter leurs pratiques au changement climatique. Et on regarde plutôt du côté de la Comcom avec le plan local d'urbanisme. Est-ce qu'ils vont sécuriser plus de parcelles voilà, dans une perspective où, par exemple, nos prairies seraient totalement asséchées pour les besoins en foin pour l'hiver, etc. S'ils continuent d'urbaniser à fond la vallée, ils ne pourront plus avoir ce type de report. Et nous, on n'a certes pas envie qu'ils montent plus haut en réserve et occupent encore plus d'espace qu'ils n'en ont déjà. Donc, c'est un dialogue à renforcer, certes, mais des fois pas dans nos instances à nous, parce que les solutions sur le foncier ou les infrastructures sont ailleurs. Voilà. Et pour rajouter, je pensais aussi avec cette intervention, et j'ai oublié de le noter, c'est que quelque chose qu'on vous a peut-être déjà dit 1000 fois, mais le changement climatique, c'est un ennemi commun, et c'est très intéressant aussi de saisir cette opportunité, parce qu'il faut le voir, changement égale opportunité aussi, d'avoir un lien un peu différent et de trouver effectivement quelque chose qui concilie les deux, parce que ça reste que le patrimoine naturel est aussi la base de leur source de production. Donc, ils ne sont pas pour défoncer leurs prairies. Hein, donc, on est bien d'accord, et ce n'est pas ça qu'on a en tête aussi pour eux. Donc c'est intéressant dans cette démarche d'avoir un dialogue qui était peut-être différent du dialogue classique qu'on pouvait avoir sur d'autres rencontres ou d'autres sur le terrain ou autres. Est-ce qu'on a une dernière question? On a encore 5 minutes sur allez-y, Laurie. Désolée, du coup, ouais, je reprends la parole. J'ai trouvé très intéressant ce que tu disais, Iris, tout à l'heure sur vous avez une bonne compréhension aujourd'hui des espèces qui seraient a priori les plus perdantes par rapport aux espèces qui peut-être seraient un peu plus gagnantes. Et du coup, c'est des questions qu'on se pose ici aussi au parc à La Réunion. Et est-ce que du coup, en termes de gestion et de suivi, vous allez ou vous avez décidé de focaliser les suivis justement sur des espèces a priori moins résilientes, dans un souci de conserver justement ces espèces-là, ou au contraire de se dire telle ou telle espèce, on perd un petit peu l'espoir de la conserver, et donc on va plutôt focaliser les efforts de suivi sur d'autres espèces. Même question pour les milieux, ça se pose aussi. Alors, ouais, on pressent des choses. On n'a pas assez de recul, en fait, pour dire effectivement quels vont être les perdants, et la nature peut nous surprendre. Donc, en vrai, on fait vraiment de la prospective là-dessus. Hein. En fait, on sait qu'en termes de méthodo, les données climat, il faut 30 ans pour qualifier un climat. Il faut potentiellement, on est très content d'avoir 60 ans pour montrer une évolution du changement climatique. Sur le patrimoine naturel, il faudrait le même recul, en fait, pour pouvoir statuer. Donc, nous, on est une réserve qui date de 2007. On n'a aucun suivi qui pourrait nous dire, on a assez de recul pour dire que ça périclite. On a plutôt des bons retours, nous, sur nos suivis d'espèces patrimoniales, parce il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur la gestion, la canalisation de la fréquentation sur les sentiers, ce genre de choses. Et donc, actuellement, la flore patrimoniale des crêtes du Sancy se porte mieux qu'il y a 10 ans.
mais on pressent quand même qu'en termes de changement climatique, ça va s'aggraver à un jour ou l'autre. Après, les espèces peuvent nous surprendre, donc c'est difficile de dire il faudrait lâcher tel ou tel suivi. Et encore une fois, l'idée, c'était à un moment, on était un peu décontenancé de se dire bon, bah, si on perd telle espèce, est-ce que ça sert à quelque chose effectivement de mettre des efforts dessus? On peut retourner la question en se disant bah, si on perd telle espèce, mettons tous les efforts dessus en termes de documentation, en termes de suivi, en termes de quelles ont été les choses qui vont peut-être le plus impacter, parce que ça peut nous surprendre aussi, encore une fois, pour d'autres espaces. Alors oui, notre responsabilité sur certaines espèces endémiques, bah, peut-être qu'on va les voir disparaître. Ça ne veut pas dire qu'on met moins d'efforts sur les autres pressions, hein, ça, on renforce plutôt sur les autres pressions. Mais en termes de suivi, ça peut être aussi l'argument de le documenter pour d'autres espaces. Et c'était là le côté un peu rôle alerte. Et c'est beaucoup moins passif et c'est beaucoup plus satisfaisant aussi en termes d'action, de se dire bah, peut-être que nous, on va perdre la bataille sur ces espèces-là et encore la nature bouge. Hein, donc, c'est là aussi que je voulais en venir sur le côté on protège un site important pour quelque chose de rare et fragile. Donc, déjà, on est sur quelque chose qui est là parce qu'il y a eu des perturbations, mais qui n'est pas forcément lié au fait quelque chose de rare et fragile, c'est soit des perturbations, soit une niche qui est en train de se réduire. Donc, naturellement, sa trajectoire, à un moment, c'est que si on veut une nature spontanée, c'est que ça disparaisse aussi. C'est là où les notions de création d'une réserve sont peut-être sur des choses assez fixistes. Et sur la gestion de la réserve, peut-être qu'il faut aller plus sur du fonctionnement, effectivement, et accepter ces trajectoires-là. Et le côté perturbant du changement climatique, c'est la vitesse. Et l'impact, c'est que, en fait, ça se voit maintenant en termes de génération d'êtres humains. Et il n'y a peut-être pas ça rappelle à tous les gens qui travaillent sur le naturel qu'effectivement, on travaille sur des choses qui bougent et qui ont toujours bougé. Bon, une dernière question, Stéphanie. Bonjour à tous. Déjà, bravo. Merci pour la présentation qui était très intéressante. J'ai une question sur la mobilisation des acteurs. Nous, sur la réserve, on va organiser au mois de novembre une première réunion sur ce sujet. On avait envie, dans un premier temps, de leur passer un petit film, 5 minutes, pour essayer de rentrer dans le sujet de façon un peu sympathique. Il y a beaucoup de ressources dans le Cook. On a commencé un peu à les regarder. Mais est-ce que toi, Iris, tu aurais un petit conseil sur quelque chose que tu aurais utilisé, alors soit une vidéo, soit un autre outil, pour amener ce sujet-là qui est complexe à du grand public, des élus, ce genre d'acteurs? Donc là, on est sur de la mobilisation, sensibilisation. Oui, parce c'est ça. qu'effectivement, enfin, Plutôt un démarrage de la méthode, oui. Nous, on a été un peu schizophrènes à des moments, effectivement, à faire de la mobilisation, sensibilisation, qui est très intéressante, et de la mobilisation, les deux sont importants, et de la mobilisation aussi pour recueillir des infos. Ce qui finalement a pris le pas avec le Covid, notamment, c'était plus chercher des infos qu'il nous fallait que pouvoir faire des événements grand public. Pour le grand public, nous, ce qu'on avait fait en termes de conférences de lancement, alors là, on n'avait que les infos climat. Ce qui peut être intéressant, c'est d'attendre d'avoir ces infos climat locales pour pouvoir rattacher à quelque chose d'un peu plus parlant pour ces gens-là. On aura du coup les premiers résultats du récit climatique. Voilà, ça c'est top pour pouvoir replacer un petit peu dans le contexte global ce que localement ça donne, en fait, parce que les gens sont intéressés par ça. Le changement climatique global, ils l'entendent aux infos, au bout d'un moment, on en a marre, et puis voilà, il faut aussi comprendre que ça soit un peu plus opérationnel. Moi, j'avais fait aussi un peu une revue de presse de traitement des dernières infos sur les sécheresses, le manque de neige et tout ça qu'on avait dans le coin, pour montrer que sur le territoire, c'était vraiment un sujet assez important. On avait passé le petit film de Météo France sur les incertitudes, qui est assez important pour comprendre en termes de projection climatique, qu'est-ce que ça induit. Ça veut dire qu'il faut que les scientifiques aient bien compris comment fonctionne la machine climatique. Donc ça, voilà, on a une compréhension qui est correcte, mais qui peut être toujours un peu avec certaines lacunes. Il y a aussi que la météo, c'est quelque chose de très variable d'une année sur l'autre. Donc il faut aussi ce recul-là, et on a des incertitudes parce que
Voilà, c'est différent de pouvoir prédire une évolution du climat que l'évolution de la météo, c'est pas tout à fait la même chose. Et il y a aussi le côté scénario socio-économique, donc à un moment, on est obligé aussi de faire des paris sur ces modélisations-là. Donc le côté un peu sur les incertitudes, c'était intéressant dans des films comme ça. Et après, ouais, moi je trouve que c'est vraiment rattaché au côté local qui est important. L'idée de la revue de presse, ouais, c'est sympa, ouais. Ok. Merci. Je t'envoie un lien, Stéphanie, dans lequel il y a quelques exemples d'outils de sensibilisation. Ah, volontiers. Il n'y a pas tout, mais il y en a quelques-uns. Voilà. Merci. Bon, il est 12h02. Je propose qu'on s'arrête là pour le webinaire, mais évidemment, donc, tout ça sera mis en ligne dans le groupe sur la page dédiée à ce webinaire. Donc, n'hésitez pas non plus, si vous avez des questions a posteriori, à les poser dans les discussions du groupe. C'est vraiment l'objet de ce groupe, de pouvoir ensuite échanger derrière. Voilà, merci beaucoup, Iris. De rien, merci à tous. Et puis, merci à tous pour ces échanges. Et puis, à très vite. Le prochain webinaire sera sur la thématique des espèces exotiques envahissantes en lien avec les travaux que mène l'ICN France en lien avec le changement climatique. Et ça sera, Sandra, le jeudi 4 novembre. Voilà. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.